Votre identité en Mon, mai 40. En mon, mai 40, quel en âge mai avez-vous? En 40. mai 40. Qui Bon, en mai êtes-vous? 40, je m'appelle déjà Jean-Marie Alfred Deneux, j'ai 19 ans et demi. Je n'ai pas encore 20 ans, puisque je suis né le 14 octobre 1920. Donc, en mai 39, je n'avais que 19 ans et demi. D'accord. J'étais à l'école des travaux publics et, et en, c'était zut. Ah oui, nous étions en vacances. Nous étions en vacances à Luc-sur-Mer. Bon, et puis là, il y a eu une alerte à la guerre, et puis il y a eu l'accord de Munich. Oui. Munich qui a suspendu l'avenir. Mais personne ne se faisait d'illusions, je me souviens, et on a continué notre vie normale, mais nous avions pris des mesures de précaution qui avaient été recommandées à mon père, fonctionnaire de la ville de Paris. En particulier, il avait acheté une grande voiture pour nous déplacer. Il avait acheté une petite maison dans le Seine-et-Marne, près de Grès-Armenvilliers. C'était une maison de commis d'agriculture, à côté d'une magnifique ferme qu'on a vue plusieurs fois dans des films, tellement elle était belle. Bon, alors, finalement, à titre de précaution, on s'est installé euh, tous dans cette maison qui était très rustique. Il n'y avait même pas de plancher. Nous sommes installés, et toute la famille, sauf moi et mon frère René, qui sont en études et qui sommes restés à Nogent. Mais tous les autres se sont installés à Forest, plus, plus trois aînés, trois filles de notre oncle André de Vrugnobois qui était là-bas euh, agriculteur depuis la guerre de 14-18, l'oncle ayant été coincé par les Allemands et ayant été pendant 4 ans tout seul avec sa grand-mère pour la nourrir. Il allait la nuit euh, à l'écurie occupée par les Allemands et il allait traire les vaches pour apporter un peu de lait à sa grand-mère. Bon, ça c'est un détail. Bien, donc c'était en 1939. Nous avons, moi je faisais ma première année à l'école des travaux publics, hein, D'accord. sans histoire. Ce qui est passé, c'est qu'il y a eu la déclaration de guerre par les Français et les Anglais contre les Allemands. Je crois que c'était le début, le, le, le 3 septembre, 3 septembre 39. Et à ce moment-là, c'était sérieux. Mais ma mère était euh, donc à Forêt, installée euh, avec les trois filles des Ardennes. Et puis quelques jours, rien ne s'est passé, malgré la déclaration de guerre. Donc l'oncle André, agriculteur, est resté dans les Ardennes. Et puis ma famille est restée à Forêt, sauf moi, René et mon père, qui sommes restés à Nogent. À Nogent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? euh, Déclaration de guerre, oui. Ah oui, ben, on a repris nos études, René en architecture et moi à l'école des travaux publics. Oui. Et le 11 novembre 1939, les étudiants ont descendu le boulevard Saint-Michel
avec des Gaules sur l'épaule. Bon, évidemment, les Allemands ont réagi et ils ont fermé, ils ont interdit les écoles aux étudiants. Et pendant 6 mois, on a suivi des cours par correspondance au TP avec 3 copains, dans un café du quartier. Bien, ceci jusqu'à ce que ben, j'étais en première année des TP, et l'après-midi, le mardi, on allait au fort de Montrouge, je crois, faire une demi-journée de préparation militaire. Avant cela, le dimanche 9 mai, j'étais à l'Opéra Comique pour voir Philémon et Baucis, invités par la famille d'un très cher ami. Et je me souviens d'avoir été frappé de voir une salle pratiquement vide. Bon, les gens étaient peut-être plus prudents que nous, mais le lundi, j'ai repris mes études. Le mardi, je faisais ma séance de préparation militaire sous l'ordre d'un lieutenant. Puis à un moment, on faisait une marche et je vois mon frère René qui pénètre sur l'air et qui s'adresse au lieutenant qui nous commandait. Bien, notre lieutenant, c'était notre vicaire de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, ou Saint-Germain de Fontenay-sous-Bois. Bon, alors, les vicaires à l'époque faisaient militaire. Alors, je suis rentré à la maison avec René, et pendant le voyage, il m'expliquait ce qui s'était un peu passé. Arrivé à Forêt, effectivement, c'était un envahissement terrible. Il y avait donc toute notre famille, il y avait tous les Ardennais qui, eux, étaient partis quand les Allemands ont quitté l'Allemagne pour passer par la Belgique et contourner les lignes de défense, la ligne Maginot et la ligne Siegfried, qui les avaient accueillis pendant un an. Et puis, quand ils ont manifesté leur intention d'attaquer et d'envahir, ben, les Ardennais, ils n'ont fait qu'une chose. Instantanément, ils avaient préparé plus ou moins cela, ils sont venus vers nous. Et quand on est arrivé à Forêt avec René, on avait trouvé toute la famille réunie et tous les Vrinois, qui étaient 7 enfants, plus un commis d'agriculture, qui conduisait une charrette traînée par 2 chevaux, plus un poulain un petit peu gaulé, et puis traînant 2 vaches pour l'alimentation de la famille. Là, vous voyez ce que ça... Pendant la nuit, on a préparé le départ, et le lendemain, on est tous partis vers le sud. 15 enfants. Alors, qui était dans ce voyage? Il y avait papa, sauf papa, qui lui, fonctionnaire, était bloqué à Paris. Oui. Bon. Mais l'autre famille, il y avait la grande Vivastella, une villa de maître de 20 chevaux, qui abritait les 2 grands-mères et une maman, moi-même à 19 ans et demi, qui prenait le volant, et puis les enfants, quelques-uns à vélo. Derrière, il y avait la voiture des Ardennes, qui était pleine des enfants des Ardennes. Et puis derrière,
il y avait le château, le chariot. Oui. Voilà. Et tout ça, on est parti. On est parti avec des repères de place en place, de façon à ce que on puisse se retrouver et se réunir. Oui, au cas où vous aurez. Parce que moi, je conduisais la voiture. La tante Georgette, non. Qui est-ce qui conduisait derrière? René était un... C'est René, mon frère René, qui dirigeait la voiture des Ardennes. Et puis, les plus âgés étaient à vélo, il y avait des vélos, et puis le chariot par derrière. Et puis, on se donnait rendez-vous de place en place, comme vous pouvez. Il n'y avait pas encore cet envahissement, ce blocage qu'on allait voir plus tard. Oui. On n'avait pas de but. La seule idée qu'on avait, c'est d'aller vers les Ardennes. Oui. D'aller, non, qu'est-ce que je dis? C'est d'aller à la Loire. Oui. Pour que la Loire, on estimait que les Allemands s'arrêteraient là. Oui. Bon, les étapes, la première, ça a été Montupet, à côté de Sens, Oui. qui appartenait, il y avait une grande propriété qui habitait, qui était occupée par un parent des Ardennes. Bon, et puis là, on comptait rester quelque temps, mais les nouvelles étaient telles qu'on s'est rendu compte qu'il fallait partir sans tout de suite. Oui. On a même rechargé les voitures, et en plus, on avait pris une vieille voiture Ford de 1920 qui n'avait plus de moteur pour y charger des bagages. Et mon frère René avait pris le volant, la voiture étant accrochée à la mienne, Oui, à la Vivacelle, là. Oui. Vous voyez ce que ça peut être. Hein. 19 Et puis alors, je ne sais plus qui conduisait celle des Ardennes. J'ai des trous de mémoire, ça n'a d'ailleurs aucune importance. Enfin, vous voyez ce que c'est avec les cyclistes qui allaient d'un à l'autre, etc. Montupet, donc on s'en va, avec la voiture à la remorque. Au bout d'un certain temps, on s'est arrêté, on s'est aperçu que mon frère tournait de la tête. Il était empoisonné par les gaz échappants de la voiture qui était devant. Et il a fallu trouver un médecin pour le remettre debout, quoi. Ouais. Et puis il est monté avec moi dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé après? La voiture, Ford, on l'a laissée dans la nature. Tout ce qu'il y avait dedans, on l'a réparti entre nos deux voitures, sur ma Vivacella, sur les sièges, dessus la malle arrière et la galerie, il y avait de quoi loger 11 personnes. des matières. Bon, enfin, les Vrinois avaient autant de bagages, avec en plus un peu de nourriture. Un peu de nourriture. Le hasard a fait que, au cours d'une étape, on a vu une boulangerie ouverte. Un boulanger qui était resté, qui se préparait à partir d'ailleurs. Et on a pu avoir une dizaine de baguettes de pain qu'on a partagé d'ailleurs avec des gens comme nous qui étaient à 30 mètres de nous. Bien. Et puis là, la tante Georgette de Vrigne avait pris pas mal de nourriture, dont une grande bassine pleine de beurre. Et la première chose que l'on faisait, c'était quand on avait un peu de pain ou n'importe quoi, prendre un peu de beurre, etc.
c'était pas rigolo parce que je me souviens pas, à part ce que la tante Georgette avait sur son chariot, je ne vois pas. J'ai pas de mémoire de ce qu'on mangeait et comment on mangeait. Hein. Mm. Alors, les étapes, ça a été Montupet. Après Montupet, ça a été une, un grand hall agricole où on s'est arrêté là aussi, où on a essayé de passer une journée ou deux. Et puis, on s'est remis en route et on est passé au château de Saint-Fargeau, dans la cour du château de Saint-Fargeau, où là aussi on a fait étape. Il faut dire que euh, les deux voitures et le chariot, on se donnait des rendez-vous de point en point, à l'époque où on pouvait à peu près se suivre ou se retrouver. C'est évident que les chevaux, ils n'allaient pas aussi vite que nous. Bon, on a été après Saint-Fargeau, alors c'est là que on a rejoint une grande route qui allait vers la Loire. Alors là, c'était la cata totale. On n'avançait plus, on était bloqué et on n'arrivait pas à avancer. On faisait 5 mètres, on s'arrêtait, on faisait 5 mètres, on s'arrêtait. Ceci pendant toute une journée, quoi. Et puis le soir, on longeait cette route, on rejoignait la Loire et la longeait vers le sud un soir, et le soir, parce que finalement, ça n'a pas duré tellement longtemps, on a entendu d'abord des avions. Donc on a laissé la voiture, on s'est écarté, on a dit ça y est, on se fait bombarder. En réalité, c'était 3 avions italiens qui venaient pour bombarder et détruire le pont que nous voulions prendre, que nous devions prendre. C'était le pont de Cône-sur-Loire, Ouais. et non pas de la Charité-sur-Loire. C'est à Cône-sur-Loire. Le pont détruit, il n'y avait plus moyen de passer, tout est bloqué, c'était fini. Alors, mes parents ont voulu